Au cours des dernières décennies, les photographies ont servi de certaines des preuves les plus convaincantes. Des mystérieuses filles du radio jusqu'aux preuves extraterrestres. Voici 15 photos que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Numéro 15, les filles du radio. Beaucoup d'entre nous sont confrontés chaque jour à des risques professionnels. Mais au début du XXe siècle, plusieurs femmes ont été confrontées à des dangers même si elles travaillaient dans une usine apparemment sûre. Son travail principal était assez simple, peindre des cadrans de montres-bracelets. On dirait un travail routinier, non. Eh bien, pas tout à fait. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreuses usines voient le jour aux États-Unis pour produire des montres et des cadrans militaires ornés de radium, un élément radioactif récemment découvert. Le radium était considéré comme une substance miracle. On l'utilisait dans divers produits, comme des dentifrices et des cosmétiques, en raison de ses bienfaits pour la santé. Cette époque a vu l'émergence des États-Unis. La Radio Corporation, qui utilisait le radium pour fabriquer des montres-bracelets qui brillaient dans l'obscurité. On employait des jeunes femmes pour réaliser des tâches de peinture méticuleuses. Attirées par un salaire décent, leur main agile était idéale pour ce travail minutieux. On les appelait les filles du radium. Les chercheurs savent aujourd'hui à quel point le radium est dangereux, mais dans le passé, ce n'était pas vraiment le cas. Appelées les filles fantômes, ces femmes étaient exposées quotidiennement à la poussière de radium, ce qui faisait littéralement briller leurs vêtements, leurs cheveux et leur peau. Certaines mettaient leurs plus belles robes au travail, avec l'intention de briller sur la piste de danse après leur quart. Étonnamment, ils ont même appliqué de la peinture au radium sur leurs dents pour se donner un sourire radieux. Ignorant les dangers du radium, ces peintres ingéraient cette substance dans le cadre de leur travail. Utilisant leurs lèvres pour porter les pinceaux à des points fins pour les petites sphères de montre. Les patrons leur assuraient que le radium était sans danger, mais la réalité était bien différente. Avec une exposition répétée, le radium peut être extrêmement dangereux. La réalité des effets mortels du radium s'est vite révélée. Les femmes ont commencé à souffrir de graves problèmes de santé, comme des fractures osseuses, la perte de dents et de fortes douleurs. Puisque le radium, confondu par le corps avec le calcium, s'accumulait dans leurs os. Beaucoup de ces femmes sont tragiquement décédées à cause d'un empoisonnement au radium. Malgré la résistance initiale des États-Unis, Radio Corporation, qui a dû faire face à de longues batailles juridiques, le sort de ces femmes a finalement conduit à des changements importants dans les droits du travail et la sécurité au travail. Alors, si tu vois cette photo, ce n'est pas un mensonge. C'est l'une des photos les plus populaires des filles du radium. Numéro 14, des poussettes à l'épreuve des gaz. Dans les années 1930, au milieu de la peur croissante de la guerre chimique, un inventeur intrigant et quelque peu effrayant a vu le jour. La poussette à l'épreuve des gaz, également connue sous le nom de poussette. Cette création était une réponse directe aux expériences traumatisantes de la Première Guerre mondiale, où plus de 100 000 vies ont été perdues à cause de la guerre chimique. Ce chapitre sombre de l'histoire a introduit au monde les horreurs des gaz de combat, comme le chlore et le gaz moutarde. Comme il est logique, ces événements ont laissé une impression durable sur le public, surtout en Grande-Bretagne. À mesure que la décennie des années 1930 se développait et que la menace d'une autre guerre mondiale se profilait, la population britannique, encore choquée par les souvenirs de la Première Guerre mondiale, il a pris des précautions. On leur a fourni des masques à gaz et on les a encouragés à se préparer au pire. Dans ce climat d'anxiété, la poussette à l'épreuve des gaz est née. Bien sûr, les bébés avaient toujours besoin de promenade malgré les circonstances. Conçues par Charles Wright Smith, ces poussettes étaient destinées à protéger les bébés des éventuelles attaques au gaz. C'était tout un spectacle. Ils étaient volumineux, recouverts de métal et équipés d'une petite fenêtre en verre. Ce design permettait aux parents de garder un contact visuel avec leur enfant, tout en garantissant la sécurité du bébé. La poussette avait un système de ventilation pour éviter l'asphyxie et un filtre pour nettoyer les rentrants des gaz nocifs. Malheureusement, ou plutôt par chance, ces poussettes à l'épreuve des gaz n'ont jamais été utilisées, puisque les attaques chimiques prévues contre les zones civiles de Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale ne se sont jamais produites.
Je ne peux pas imaginer à quel point ça a dû être horrible pour les petits êtres à l'intérieur. Numéro 13. Extraterrestre, mort en Sibérie. En 2011, cette photo d'un extraterrestre mort a refait surface en Sibérie. Évidemment, ça a causé un grand émoi. Au début, il a été vu allongé dans la neige. Sans vie. Au début, beaucoup ont cru que la photo montrait une véritable créature extraterrestre, mais ce n'est que des années plus tard qu'on a su la vérité. La photographie qui avait été présentée comme preuve de l'existence des extraterrestres s'est en fait révélée être un faux. Le prétendu extraterrestre, qui avait captivé l'imagination des gens, s'est avéré être une création faite de peau de poulet et de pain. Cette tromperie, bien que décourageante pour ceux qui espèrent des preuves de vie au-delà de notre planète, n'a pas dissuadé la conversation et l'intérêt sur le sujet. En fait, bien que ce cas spécifique se soit avéré être une tromperie, il a suscité un débat et des réflexions sérieuses sur la possibilité de vie extraterrestre. Les gens ont commencé à discuter et à imaginer quelle forme pourrait prendre cette vie si jamais elle décidait de visiter la Terre. Numéro 12, la concierge d'hôpital la plus populaire de l'histoire. Voici une photo de Harriet Cohn, ou du moins de ce qu'il en reste après sa mort. Elle était concierge au Hahnemann Medical College, qui fait maintenant partie de l'université de Drexel. Et elle est connue pour sa précieuse contribution à la science. Cohn était fan de ménage au Hahnemann Medical Homeopathic College de Philadelphie. Dans les années 1880, elle faisait partie du personnel chargé de nettoyer les laboratoires et les salles de classe de la faculté. Le docteur Ruffy Weaver, professeur d'anatomie à la faculté, était l'une des personnes pour qui elle travaillait. Après des années de travail à l'université, Harriet a pris sa retraite en contractant la tuberculose. Malheureusement, elle a succombé à la maladie et est décédée tragiquement à l'âge précoce de 35 ans. En 1888. Avant de mourir, elle a pris une décision qui la rendrait immortelle dans l'histoire de la médecine. Il a laissé son corps en héritage au docteur Weaver, pour qu'il l'utilise à des fins scientifiques, peut-être sans savoir jusqu'à quel point il l'utiliserait. Dr. Weaver, qui avait été témoin de dissection partielle du système nerveux en Europe. Il entreprit une tâche innovante avec le corps de Cole. Il décida de disséquer et de conserver tout le système nerveux, un exploit qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Le processus, qui a duré entre 5 et 6 mois, consistait à extraire méticuleusement tous les nerfs. Les envelopper dans des compresses humides, les recouvrir d'une peinture à base de plomb pour leur conservation et, enfin, assembler tout le système pour son exposition. Cette exposition est devenue plus tard connue sous le nom de Harriet. Le système nerveux de Harriet, nommé ainsi par la concierge elle-même, est devenu un outil éducatif vital et une merveille anatomique. D'abord, il a été utilisé à des fins pédagogiques à l'université, puis il a obtenu une reconnaissance plus large. En 1893. Lorsqu'il a été exposé à l'exposition universelle de Chicago, où il a reçu le prix scientifique le plus important. Le système nerveux de Harriet est apparu dans de nombreux manuels de médecine et d'anatomie. Et ça a été une ressource précieuse dans les salles de classe et les laboratoires du monde entier. Numéro 11, SS. Fantôme de Watertown. Ressentez-vous quelque chose d'inquiétant sur cette photo? Si c'est le cas, c'est peut-être parce qu'il s'agit littéralement d'une photo de fantôme. C'est du moins ce que pensent beaucoup de gens. Cette image a été prise en décembre 1924. 2 marins à bord du SS Watertown. James Courtney et Medical Mian ont tragiquement perdu la vie après avoir été envahis par des gaz en nettoyant un réservoir de cargaison. Selon la tradition maritime, les marins étaient enterrés en mer. Cependant, ce ne fut pas la fin de la présence de Courtney et Mian à bord du SS Watertown. Les membres de l'équipage ont également déclaré avoir vu les visages des marins décédés dans l'eau, suivant le bateau. Ces apparitions n'étaient pas éphémères. Les visages sont apparus à plusieurs reprises pendant plusieurs jours. Décrites comme fantomatiques et solennelles, ces apparitions ont attiré l'attention et l'inquiétude de l'équipage. Et qu'est-il en été? L'incident a pris une tournure encore plus intrigante lorsque le capitaine Edith Tracy, après avoir informé ses employés des phénomènes, s'est vu suggérer d'essayer de filmer ces apparitions. Bien sûr,
personne ne pensait qu'il réussirait vraiment à capturer les soi-disant fantômes. Et pourtant, il l'a fait. Cette photographie, une fois développée, a étonnamment révélé ce qui semblait être les visages de Courtney et Mia. Distincts et détaillés. Flottant à côté du bateau. Depuis que cette photographie a été l'objet d'un intense examen et d'une enquête, les experts ont analysé la photo à la recherche de trucage. Mais ils n'en ont trouvé aucun. Malgré cela, on n'a jamais eu de nouvelles des visages dans l'eau. Après un changement d'équipage sur le bateau, les théories qui tentent d'expliquer ces apparitions vont des hallucinations induites par des traumatismes émotionnels, aux illusions d'optique, en passant par de véritables phénomènes paranormaux. Et ainsi, jusqu'à aujourd'hui. Les fantômes du SS Watertown restent un mystère. Numéro 10, Otto Francis. Le retour d'Otto Francis au grenier du Prince Ingrache 26,3, où lui et sa famille s'étaient cachés pendant l'Holocauste. C'est un moment que les mots ne peuvent pas expliquer. Otto, le père d'Anna, Francis avait déplacé sa famille dans cet annexe secret d'Amsterdam en 1942 pour échapper aux forces allemandes. Ce grenier, représenté sur la photo, c'est devenu leur maison pendant 2 ans et c'est là qu'Anna a écrit son désormais célèbre journal. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu. S'ils l'ont fait, ils savent déjà ce qui s'est passé ensuite. Les Francis, avec 4 autres juifs, ont vécu dans cet espace caché derrière une étagère jusqu'à ce que leur planque soit dénoncée en août 1944. Ils ont été envoyés dans des camps de concentration. Tragiquement, Anna, sa sœur Marino et sa mère, Edith, n'ont pas survécu à la guerre. Otto était le seul membre de sa famille immédiate à avoir survécu aux horreurs d'Auschwitz. Après la libération des camps, Otto entreprit le long et pénible voyage de retour à Amsterdam. À son retour, il a visité le grenier qui avait été son sanctuaire. Cette visite n'était pas seulement un retour à un lieu physique, mais un douloureux rappel de la famille qui l'avait perdu. Le grenier, autrefois rempli de chuchotements et d'espoir d'une famille cachée, est resté vide, résonnant des souvenirs d'une vie brutalement interrompue. Numéro 9, le monstre marin de Hoekisland. En décembre 1964, Robert Lasrick et sa famille ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Dans la baie de Stonehaven, près de Hoekisland, Queensland, ils sont tombés sur une énorme créature ressemblant à un trapeau. On estime qu'elle mesurait entre 15 et 20 mètres de long. La créature avait un aspect inhabituel. Une grande tête plate directement reliée au corps sans cou, une peau lisse et sombre, avec des rayures marron et sans nageoires visibles. Les yeux étaient en haut de la tête et il semblait manquer de dents. Au début, la famille a pensé que la créature était morte. Probablement à cause d'une grande blessure blanche. Qu'ils ont spéculé que cela pourrait avoir été causé par l'hélice d'un bateau. Cependant, lorsque Lusrick s'est approché pour la filmer, la créature les a effrayés en ouvrant la bouche et en s'approchant de leur embarcation. Surprise, la famille a reculé et ils n'ont pu faire autre chose que de regarder la créature disparaître. Depuis que cette image a été prise, le monstre marin de Lillooet est devenu la source de nombreux débats. Certains spéculent que cela pourrait avoir été un animal marin inconnu ou une anguille géante des marais. D'autres, en revanche, suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un canular impliquant des images, ou des matériaux manipulés, comme des feuilles de plastique. Jusqu'à présent, aucune de ces théories n'a été prouvée. Numéro 8, ferme de crocodile, pique-nique. La ferme de crocodiles de Los Angeles est une partie unique et quelque peu excentrique de l'histoire de Los Angeles. C'était une attraction touristique importante qui a fonctionné de 1907 à 1953. Dans le quartier de Lincoln Heights, cette ferme de crocodiles offrait aux visiteurs une expérience inhabituellement interactive avec ses reptiles résidents. Et quand le parc offrait une expérience interactive, il ne plaisantait pas. Imaginez un endroit où plus de 1000 crocodiles, des bébés minuscules aux adultes, vivaient dans 20 étangs et proposaient des spectacles quotidiens au public. À l'époque où la sécurité était plus laxiste, les visiteurs pouvaient entrer et interagir avec les créatures et on les encourageait à le faire. Les enfants jouaient avec des bébés crocodiles parmi des tas d'entre eux. Certaines d'entre elles mesuraient jusqu'à 4,5 mètres et on les encourageait à le faire. Pour seulement 25 cents,
les enfants pouvaient jouer avec des bébés alligators assis au milieu d'une pile d'entre eux tandis qu'ils rampaient sur leurs pattes. Ils pouvaient même monter les alligators grâce à des selles fabriquées spécialement pour eux. Pour cela, les adultes se joignaient à eux. On les voyait souvent caresser, s'allonger sur le sol ou même nager avec des alligators adultes. Ces interactions, selon les normes actuelles, seraient considérées comme extrêmement dangereuses. Le parc proposait également des spectacles où les crocodiles glissaient sur des toboggans, se nourrissaient de poules vivantes et même luttaient avec des volontaires humains. Une boutique de souvenirs vendait des bric-à-brac fabriqués avec de la peau de crocodile et les visiteurs pouvaient acheter des bébés pour les ramener chez eux. À mesure que les temps ont changé et que l'attitude de la société à l'égard du bien-être animal a évolué, l'attrait de la ferme d'alligators a également augmenté. Ça a commencé à décliner. En 1953, la ferme a été déplacée à Buena Park, en Californie, puis en Floride, marquant la fin d'une époque pour cette attraction unique de Los Angeles. Numéro 7, les lumières de Gestalin. Les lumières de Gestalin sont un phénomène naturel, fascinant et intrigant, qui a réussi à captiver et à maintenir la curiosité des habitants et des scientifiques depuis des années. Pendant des années. Ce phénomène est vraiment incroyable. Qui baigne le ciel nocturne avec son impressionnant spectacle de lumière. A été l'objet de fascination et d'études pour ceux qui cherchent à comprendre et à mieux apprécier les mystères et les merveilles de notre monde naturel. Ces lumières mystérieuses apparaissent dans la vallée de Estelin, au centre de la Norvège, et montrent souvent des comportements et des motifs étranges qui laissent les spectateurs émerveillés. Bien qu'on ait commencé à en parler au début du XXe siècle. Dans les années 1980, les observations ont augmenté de manière spectaculaire. Ces lumières mystérieuses apparaissent souvent sous forme d'orbes brillants, affichant un spectre de couleurs allant du blanc et du jaune au rouge. Le bleu et le vert. Ils peuvent avoir un diamètre aussi petit que quelques centimètres, ou aussi grand que plusieurs mètres. Malgré la diminution de la fréquence des observations depuis son apogée dans les années 1980, les lumières de Stalin restent un sujet de débat. Surtout parmi les théoriciens du complot. Numéro 6, des cages pour bébés, tu te souviens des poussettes à l'épreuve des gaz? Eh bien, c'est une autre invention atroce pour les bébés et les jeunes enfants. Au début du XXe siècle, une pratique d'élevage unique est apparue, surtout parmi les habitants des villes. Les cages pour bébés. Ces gadgets, conçus pour être placés à l'extérieur des fenêtres des appartements, avaient pour but de garantir que les bébés reçoivent suffisamment d'air frais et de lumière solaire. Surtout dans les zones urbaines, où l'accès à des espaces verts ouverts était limité. L'idée est venue du livre du docteur Luther, Emma Holt, 1884. Holt soulignait l'importance de l'air frais pour la santé des enfants, suggérant que l'exposition à l'air extérieur pouvait renforcer leur immunité contre les rhumes et d'autres maladies bénignes. Et ainsi, ces recommandations ont donné naissance au concept de ventiler les bébés comme partie de leur routine quotidienne. En 1922, Emma Reed a déposé un brevet pour ses enclos extérieurs pour bébés. Ces cages étaient essentiellement de grandes caisses en fil de fer qui pouvaient être fixées solidement au cadre des fenêtres. De la même manière que les appareils de climatisation modernes sont installés à Londres. Dans les années 1930, les cages pour bébés sont devenues particulièrement populaires. Les locataires d'appartements, qui n'avaient pas un accès facile à des espaces extérieurs, trouvaient en elles une solution pratique pour fournir à leurs enfants air frais et lumière solaire. Des personnages illustres comme Helen Roosevelt ont également utilisé des cages pour bébés. En 1906, elle a acheté une cage en fil de fer pour poules pour les siestes de sa fille Anna, et l'a accrochée à la fenêtre de son appartement à New York. Cette pratique, bien qu'elle prétende être bénéfique pour la santé, a suscité des inquiétudes parmi les voisins. Malgré sa popularité initiale, l'utilisation des cages pour bébés a commencé à diminuer au milieu du XXe siècle. Sérieusement, qui pensait que c'était sûr? Numéro 5, l'effet de Cottingley. Regarde cette photo. Aurais-tu cru que c'était authentique si tu l'avais vu au début du XXe siècle? Il est vrai qu'à l'époque, la manipulation photographique existait, mais il était peu probable que les gens n'y les preuves photographiques. Pour cette raison,
les faits de côte anglais sont devenus l'un des canulars les plus durables du début du XXe siècle. Ça a commencé à l'été 1917 à côte anglais. West Yorkshire, quand deux jeunes cousines, Elsie Wright et Frances Griffiths, ont créé une série de photographies qui semblaient les montrer en train d'interagir avec des fées. Elsie et Frances, âgées de 16 et 9 ans respectivement, ont affirmé avoir photographié des fées au fond du jardin d'Elsie. Près de Cottingley Beck, elles ont pris 5 photographies au total, qu'elles ont présentées comme une preuve authentique de l'existence des fées. La première photographie, où Frances apparaît avec des fées en train de danser, a été prise avec l'appareil photo du père d'Elsie. Elsie, qui avait du talent pour l'art et de l'expérience en retouche photo, a immédiatement suscité les soupçons de son père quant à la fabrication des images. Mais il n'a pas trouvé de preuves concrètes qu'il s'agissait d'une supercherie. Les photographies ont attiré l'attention d'Edward Gardner, un membre éminent de la Société théosophique, qui croyait que les images étaient une preuve de transformation métaphysique. Elles ont également été examinées par Sir Arthur Conan Doyle, célèbre écrivain et spirit, qui les a utilisées dans un article pour le magazine Strand. Cette exposition publique a donné une renommée internationale aux faits de côte anglais. Au début, les experts qui ont examiné les photographies n'étaient pas d'accord sur leur authenticité. Les techniciens de Kodak n'ont trouvé aucune preuve de falsification, mais ils n'ont pas voulu vérifier leur authenticité. Une autre entreprise, IFOR, a signalé des indices de falsification. Malgré cela, Doyle et Gardner ont continué à croire en l'authenticité des photos. La vérité sur les photographies n'est sortie au grand jour que des décennies plus tard. Dans les années 1960, Elsie et Frances ont avoué que les photographies étaient en fait un canular. Elles avaient utilisé des découpages de faits copiés d'un livre, les fixant avec des épingles à chapeau pour créer l'illusion de fées en train de danser. Ils ont cependant maintenu que leur intention n'était pas de tromper le public, mais d'éviter d'avoir des ennuis pour avoir joué près de la Royaux. Frances a également affirmé que la 5e photographie pourrait être authentique, bien que cette affirmation reste controversée. Numéro 4, Stockholm. Le chaos de la main droite. Que se passerait-il si tous les pays où le volant est à gauche changeaient soudainement pour le côté droit? Eh bien, pas besoin de trop spéculer, parce que ça s'est vraiment passé en Suède. Le 3 septembre 1967. La Suède a connu un changement important et très organisé dans son système de circulation. Connu sous le nom de Rejurash, où tout le trafic est passé de circuler à gauche à circuler à droite. Ce changement, bien que d'abord impopulaire, a été réalisé avec un niveau de planification et d'efficacité remarquable par le gouvernement suédois. Cependant, ce n'était pas suffisant. Une vaste campagne de relations publiques a été lancée pour préparer la population, qui comprenait de la publicité sur des cartons de lait et des vêtements, jusqu'à des programmes éducatifs. Le gouvernement a dépensé une somme importante d'argent, estimée à environ 120 millions de dollars. Pas de voisins, 30 millions de dollars. De nos jours, pour faciliter la transition. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, la circulation était assez confuse. Le jour du changement, on a enregistré 157 accidents légers. C'est tout de même un exploit, je suppose. Numéro 3, la Dame Babushka. La Dame Babushka, une figure énigmatique présente lors de l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy en 1963. Reste l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire. Ce jour fatidique à Dallas, au milieu du chaos qui a suivi l'assassinat, on a vu cette femme non identifiée. Surnommée la Dame Babushka à cause de son foulard sur la tête qui rappelait une baboucha russe, filmant l'événement. Cependant, son identité n'a jamais été découverte, ni les images qu'elle aurait pu capturer. La Dame Babushka, présente sur de nombreuses photographies de l'assassinat. Elle a été vue debout tranquillement sur la place de Dili, en contraste marqué avec la foule prise de panique. Son attitude stoïque, combinée à sa présence inexplicable, a alimenté d'innombrables spéculations et théories au fil des ans. En 1970, une fan nommée Beverly Oliver s'est présentée en affirmant être la Dame Babushka. Elle a affirmé avoir filmé toute la scène avec une caméra Yashica Super 8. Selon Oliver, des hommes qui prétendaient être des agents du FBI lui ont confisqué le film et ne lui ont jamais rendu. Cependant,
son histoire a été mise en doute, surtout parce que le modèle de caméra qu'elle a dit avoir utilisé n'était pas disponible avant des années après l'assassinat. Malgré les diverses théories, qui vont d'une espionne russe à une agente secrète du gouvernement, la véritable identité de la dame Babushka reste entourée de mystères. Numéro 2. La main fantôme. L'histoire de la main fantôme sur la photo d'Hélène Doyle est plutôt intrigante. Sur cette image, prise il y a plus de 100 ans, on voit un groupe de filles travaillant dans une usine de lin. Hélène Doyle, identifiée comme la 4e personne à droite dans la 2e rangée, semble avoir une main mystérieuse posée sur son épaule. Ce qui est étrange avec cette main, c'est qu'elle semblait déconnectée de quiconque sur la photo, puisque toutes les filles ont les bras croisés. Cette anomalie a suscité la curiosité et la spéculation, et certains suggèrent la possibilité d'une présence fantomatique ou d'une illusion d'optique. La personne qui a partagé la photo, Lino, a mentionné qu'il ne croit pas nécessairement aux fantômes. Mais il a reconnu certains événements étranges liés à l'image. La véritable origine ou explication de la main fantôme reste un mystère. Numéro 1. Les ovnis inexplicables de Salem. Salem, Massachusetts. Une ville déjà enveloppée de mystères en raison de ses célèbres procès pour sorcellerie. Elle a encore plus d'histoires intrigantes à raconter. Des observations d'ovnis ont eu lieu aussi récemment qu'en 2019. Des témoins oculaires affirment avoir vu plusieurs boules de lumière flotter au-dessus de la ville, mais ce n'est pas nouveau pour Salem. Les rencontres de la ville avec des objets volants non identifiés remontent aux années 1950. Spécifiquement à un événement notable survenu en 1952. Imaginez une matinée tranquille, et tout à coup, 4 objets mystérieux traversent le ciel d'un parking à Salem. Cette observation a eu lieu à une époque où les forces aériennes des États-Unis étaient plongées dans l'enquête sur les ovnis. À travers le projet Livre Bleu, un effort massif, recueillant et examinant les rapports de ces étranges observations. Le projet a conclu que la plupart des observations d'ovnis pouvaient être expliquées par des phénomènes naturels ou causés par l'homme. Cependant, cette conclusion n'a pas atténué la fascination du public pour les ovnis. Quoi qu'il en soit, cela a attisé le feu de la curiosité et de la spéculation. Aujourd'hui, malgré la fin des enquêtes officielles, comme le projet Blue Book, les observations d'ovnis continuent de captiver notre imagination. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.